Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je t'emmène dans un sujet qui me touche profondément, le postpartum et plus globalement le fait de se réapproprier son corps après une ou plusieurs grossesses. Et j'avoue, j'ai failli ne jamais être capable de te parler de ce sujet parce que moi, j'ai mis du temps avant de faire un enfant. Pour te raconter mon histoire, en fait, tout a commencé vers mes 19 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui, pour moi, était vraiment le grand amour de ma vie. On a d'ailleurs passé plus de 15 ans ensemble et j'étais convaincue qu'on allait vieillir ensemble, acheter une maison ensemble, fonder une famille ensemble. Mais les années ont passé et chez moi, il y avait vraiment quelque chose qui coinçait. Cette personne, ce partenaire n'a jamais mis la pression sur moi pour qu'on ait un enfant, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui remontait, les gens me demandaient alors, c'est pour quand ? Mais je sentais en fait que chez moi, le désir d'enfant devenait vraiment flou. Avec le recul, je me rends compte que j'avais tout simplement pas envie d'avoir un enfant avec cette personne-là, dans cette vie-là qui était la mienne à l'époque, à Paris, avec un job de cadre. Je me voyais pas élever un enfant au milieu de la pollution, de la grisaille et de la routine métro-boulot-dodo. Et le paradoxe, c'est que du coup, j'ai passé près de 15 ans entourée d'amis qui, elles, devenaient mères les unes après les autres. Et à chaque annonce, je pleurais. Non pas par jalousie, mais par peur. Peur de perdre ma place dans leur vie, peur d'être laissée derrière, peur aussi de ce que toutes ces grossesses renvoyaient à moi-même. Et puis, à 35 ans, je me suis finalement séparée avec une conviction. Si je retrouvais quelqu'un, ce serait un homme qui aurait déjà un enfant. Parce que du coup, il aurait déjà coché la case d'être père et ça enlèverait une pression dans notre relation. Et je m'étais dit que, d'un autre côté, ça me montrerait peut-être à quel point c'est génial d'être parent et ça me donnerait envie. Et puis, finalement, contre toute attente, je suis tombée enceinte après 18 mois de relation. Alors c'était une grossesse qui était désirée, mais qui m'a complètement fait paniquer, parce que déjà c'était un contexte où j'ai envie de dire on n'était pas vraiment prêts, on n'habitait pas forcément ensemble, mais aussi et surtout parce que pour moi c'était une nouvelle grande aventure qui commençait et que je ne maîtrisais pas. Parce que oui, la grossesse, la parentalité, c'est un véritable chamboulement et c'est exactement de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Au programme de l'épisode, on va aller explorer avant, pendant, après, quels sont les challenges spécifiques qui accompagnent ces différentes phases de vie et de transformation. On va aller explorer le désir d'enfant, les peurs qui se cumulent, la charge de la parentalité et évidemment, on va aller explorer tous les sujets autour du corps qui change pendant la grossesse. Comment apprivoiser son corps qui a changé, comment apprivoiser nos cicatrices au niveau de notre corps mais aussi de notre âme. Tu vas voir, à travers le parcours de 3 femmes, Lola, Julie et Stéphanie, je veux te montrer à quel point l'alimentation est le miroir de tes peurs, des pressions que tu subis parfois et des émotions qui te traversent. Commençons par la première phase. Avant même de tomber enceinte, je veux qu'on parle de toutes les peurs qui accompagnent cette phase où tu commences à envisager peut-être de devenir parent. Et pour ça, je voudrais illustrer avec le cas de Lola, j'ai changé le prénom. Lola, c'est une des participantes de mon programme Déjeuner en paix. Elle a 30 ans, elle est heureuse, elle est en couple. Grâce au programme Déjeuner en paix, elle a fait la paix avec elle-même, avec sa relation avec la nourriture. Mais depuis un certain temps, elle a de nouveau une relation un peu conflictuelle avec la nourriture. En ce moment, elle se voit manger, surtout en rentrant du travail. Alors que elle adore son boulot. Donc, je l'ai aidée à détricoter ça et à comprendre ce qui se passait vraiment sous la surface. Et ce qui se passe en ce moment pour Lola, c'est qu'en fait, elle a un désir d'enfant inavoué. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle se l'avoue pas à elle-même ? Mais parce qu'en fait, elle est pétrie de peur. Elle a peur que son corps change, parce que son poids a tellement pris
toute la bande passante, toute sa vie. Maintenant, elle commence à être en paix avec elle-même. Elle a tellement peur de prendre du poids, de prendre beaucoup de poids quand elle sera enceinte et que ça vienne chambouler toute cette sérénité qu'elle a enfin découvert. Et elle a peur aussi que la vie change. Elle a peur des responsabilités. Est-ce qu'elle sera capable d'être une bonne mère? Est-ce qu'elle va même arriver à tomber enceinte? Et tu vois, Lola, elle a même pas encore essayé. Donc je te dis pas la pression qui repose sur les femmes qui ont des parcours d'insémination artificielle, de FIV, etc. Bien sûr que tu as toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui te dit « et si ça marchait jamais? Et si ça marchait pas ?» Et ça peut te faire développer aussi une forme d'anxiété. Est-ce que mon partenaire va me rejeter si ça marche pas? Qui je suis si ça marche pas? Si je tombe pas enceinte? Si je deviens pas mère? Est-ce que je serai toujours une femme? Et à ça peut venir s'ajouter la pression de l'entourage, qui te dit, de façon évidemment très bienveillante, mais le fameux « alors, les enfants c'est pour quand ?» Alors qu'en réalité, peut-être que soit t'as pas encore de mec, soit ton couple est pas top, soit t'as déjà fait une fausse couche, soit t'es au milieu d'un parcours FIV, soit en fait, t'as peur d'être stérile, ou t'es pas sûr de vouloir, tu vois, t'es pas encore complètement sûr de toi. Et puis, on peut aussi avoir très peur de pas être capable d'assumer complètement ce rôle de mère, aimante, protectrice, nourricière, quand on a eu une enfance difficile. Et c'est le cas pour Lola. Elle a vécu des abus, elle a vécu une forme d'abandon, de rejet. Et aujourd'hui, du coup, son subconscient, il l'interroge. Est-ce que je serais capable d'aimer mon enfant quand moi-même, en tant qu'enfant, je n'ai pas reçu l'amour et l'attention dont j'avais besoin? Et tu vois, ce qui est fou, c'est que alors que l'enfant n'est même pas là, littéralement, il est même pas conçu, on se fait des nœuds. Et ces nœuds, qu'est-ce qu'on en fait? On les étouffe en mangeant. Ou alors, à l'inverse, on se met au régime. Et on se dit que il faut d'abord perdre du poids, ça devient comme une condition, je peux pas tomber enceinte comme ça, je suis trop grosse. Mais tu vois que ce soit dans un extrême, la compulsion alimentaire, ou dans l'autre, la restriction, finalement le mécanisme est le même. Tu as des compulsions où tu cherches la restriction parce que le sujet de tomber enceinte, c'est un sujet que tu ne contrôles pas. Et finalement, la bouffe ou le sujet du contrôle de ton poids te donne l'impression de contrôler quelque chose. Donc tu vois, c'est vraiment un souhait souvent de maîtrise au milieu d'un environnement qui te met en insécurité parce que juste, t'es obligé de lâcher prise, tu contrôles rien. Ensuite, la deuxième phase, c'est « youpi, tu tombes enceinte ». Et c'est ce qui est arrivé à Julie, 35 ans. Elle avait un léger surpoids, mais ça l'a pas empêché de tomber enceinte. Et pour elle, cette phase, évidemment, c'était génial, beaucoup de joie, tout l'entourage qui se réjouit pour toi. Et Julie, elle était vraiment dans cette forme de plénitude où en plus, c'est un kiff extrême parce que tout le monde s'extasie sur ton ventre. Et c'est assez génial parce que quand même, la grossesse, c'est la seule période de ta vie où avoir du ventre est quelque chose qui est adoubé et pas critiqué. Et c'est quand même génial pour nous qui avons tendance à détester notre ventre, ou en tout cas à faire de cette zone une zone, on va dire, qui cristallise notre désamour corporel. J'avais d'ailleurs consacré l'épisode 24, je déteste mon ventre, à ce sujet. Et du coup, tu rentres dans cette sorte d'ambivalence où à la fois tout le monde te dit que c'est génial, tu te sens bien dans ta peau, t'assumes enfin d'avoir du ventre, mais en même temps, c'est une phase au cours de laquelle tu peux aussi recevoir des paroles anxiogènes et un discours culpabilisant au sujet de ton poids. T'en as certains qui vont te dire « Oh là là, mais tu manges pour deux, dis donc, fais attention, tu sais, on prend vite et c'est difficile de perdre. » Et puis à ça vient s'ajouter le médecin ou la sage-femme qui te dit que tu dois prendre tant de kilos en général, je crois que c'est 8, 9, 10 kilos, qu'il faut que tu fasses attention au diabète gestationnel. Mais en réalité, on est nombreuses à prendre 15, 20, 30 kilos. Moi, personnellement, j'ai pris 18 kilos. Et j'ai le souvenir très précis de ma sage-femme qui, vers les 2/3 de ma grossesse, je pense que j'avais déjà bien pris 12 kilos, et qui me dit « Oh là là, Joanne, va falloir faire attention, il faudrait pas que vous preniez plus de poids. » Alors que je crois que j'étais à 6 mois de grossesse, donc il me restait quand même le dernier trimestre le plus costaud. Et là, en fait, je me vois littéralement fondre en larmes et essayer de lui expliquer maladroitement que j'avais souffert toute ma vie d'une relation dysfonctionnelle avec la nourriture et que là, ce qu'elle me demandait, c'était contre-productif et que ça me plongeait dans l'anxiété. Et face à moi,
j'avais une femme en fait qui était dans l'incompréhension la plus totale, parce que elle, clairement, c'était une mangeuse régulée, je pense, et pour elle, il fallait juste que je fasse attention, c'était pour mon bien et pour celui du bébé, et fallait juste faire gaffe, fallait juste en fait prendre sur moi et voilà, me motiver. La réalité, c'est que pour des femmes qui vivent depuis le plus jeune âge dans la restriction cognitive, ce genre de recommandations sur la gestion du poids, c'est extrêmement difficile à gérer et j'ai même envie de dire c'est une bombe à retardement. Et on en parlait avec donc Julie, qui a fait face au même cas que moi. Et dans mon cas, le soir de ce rendez-vous avec la sage-femme, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pas mangé des haricots verts, hein. J'ai englouti des tranches de brioche les unes après les autres, alternées avec des carrés de chocolat, et j'ai fait ça plusieurs fois de suite. Et quand tu te vois faire, c'est vraiment terrible parce que tu commences à être enceinte jusqu'aux yeux et tu te dis purée, je suis vraiment nulle, je vais faire une piètre mère si je suis même pas capable de me contrôler face à la brioche. Mais le paradoxe, c'est que dans ces moments-là, plus tu veux faire gaffe, plus tu veux faire les choses bien et plus tu es insatiable. Et c'est comme si toutes tes peurs, qui sont en fait aussi le miroir des discours anxiogènes et des peurs qu'on projette sur toi, se concrétisaient. T'as peur qu'ils aient raison, t'as peur de devenir une baleine, t'as peur d'être immonde après, mais plus t'essayes de faire attention et plus tu bouffes. Et puis en plus de ça, c'est quand même une période où tu souffres de plein d'inconforts physiques, que ce soit des troubles digestifs, des crampes, des douleurs musculaires, de la rétention d'eau avec tes jambes, tes pieds, tes mains qui enflent. Et on va pas se mentir, la nourriture peut aussi apporter une forme de réconfort, de répit, même si c'est évidemment de courte durée et assez utopique parce que ça ne résout rien, mais sur le moment, ça te donne le sentiment de soulagement provisoire. Alors on n'est pas toutes logées à la même enseigne. Certaines femmes se sentent merveilleusement bien dans leur corps pendant la grossesse. Et effectivement, le fait de s'autoriser à avoir du ventre, ça aide beaucoup. D'autres se sentent affreuses. Et parfois, c'est une alternance des deux. Puis moi, en plus, j'ai eu qu'un enfant, donc je sais pas ce que c'est que d'être enceinte alors que t'as d'autres enfants à gérer. Et je peux pas témoigner sur le sujet, mais je ne peux que imaginer à quel point c'est chaud d'être enceinte et d'avoir du coup d'autres bambins à gérer. Donc voilà, plus les mois passent, plus tu te rapproches en fait de l'accouchement et de la délivrance, mais plus aussi tes peurs grandissent, parce que ça devient concret, parce que tu es bien consciente que ta vie est sur le point de changer pour toujours, t'as peur de comment les choses vont se passer, de comment l'accouchement va se passer. Tu veux apporter tout ce qu'il faut au bébé, tu peux être un petit peu obsédé aussi sur l'aspect, on va dire, hygiène, santé, alimentaire, sur le fait de bien manger, parce que tu as envie de bien faire. Et c'est un moment où ta culpabilité peut être décuplée, c'est-à-dire que dès que tu fais quelque chose qui, selon toi, selon tes critères, est mauvais pour le bébé, tu te dis, oh là là, s'il se passe un truc, c'est de ma faute. Et ça, c'est encore plus décuplé si tu as fait, par exemple, des fausses couches. Tu as vraiment un poids de la culpabilité qui est latent. Et plus les semaines passent, plus tu te rapproches de l'accouchement et plus tu te retrouves face à une situation que tu ne maîtrises pas. Et c'est vrai qu'en plus en France, je trouve qu'on donne pas forcément le pouvoir aux femmes, il n'y a pas forcément beaucoup d'éducation, pas forcément de libération de la parole sur les sujets du corps des femmes, de l'accouchement, pas forcément de choix. Les projets de naissance, c'est parfois un petit peu bullshit. En réalité, t'arrives le jour de l'accouchement, tu mets les pieds sur l'étrier et puis t'obéis aux instructions qui te disent de pousser en espérant que tout se passe bien. Donc c'est vrai qu'à un moment, de toute façon, t'es un petit peu, que tu le veuilles ou non, dépossédé de ton corps. T'es obligé de lâcher prise et de faire confiance à ceux qui sont là pour t'aider, évidemment, à ce que tout se passe bien. Et puis, dans la troisième phase, qu'est-ce qui se passe dans l'après? Ton enfant est né, c'est génial. Mais tu viens aussi de vivre une expérience hautement traumatique sur le plan physique et émotionnel, l'accouchement. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais pour moi, l'accouchement, c'est vraiment une expérience presque ésotérique, une expérience entre la vie et la mort. Alors certes, le pourcentage de décès des mères et des enfants est extrêmement faible et il baisse heureusement d'année en année, mais ça continue d'exister, c'est un risque qui continue d'exister. Et dans tous les cas, que tu aies eu un accouchement qui soit bien passé, on va dire, par voie basse ou que tu aies eu une césarienne, en fait, après cet événement, tu portes des cicatrices. Des cicatrices physiques, évidemment, mais aussi des cicatrices psychologiques, émotionnelles. Tu sors pas complètement indemne de tout ça. Et comme je le disais, le corps médical a parfois tendance à être très contrôlant, parfois infantilisant,
et tu peux te retrouver dépossédé de ton corps pendant un certain temps. Donc derrière, tu as une phase de réappropriation. Oui, tu dois te réapproprier ton corps. Mais tu as désormais un bébé à gérer. Un bébé qui bientôt va devenir un jeune enfant dont il va falloir s'occuper. Alors au début, ça commence avec les biberons, les couches, les nuits sans sommeil, et puis derrière va venir s'enchaîner les routines, l'école, les devoirs, les douches, les repas. Et face à toutes ces différentes phases de vie de ton enfant, l'alimentation peut aussi devenir ou redevenir un refuge face au stress, à la fatigue, à l'isolement ou justement à cette notion de répétition et de routine. Et d'ailleurs, je peux pas parler du postpartum sans parler du manque de sommeil qui peut t'empêcher de maigrir et je t'invite à écouter l'épisode 75 pour peut-être explorer si aujourd'hui ta difficulté à perdre du poids ne s'expliquerait pas justement par un manque de sommeil. Et du coup, je voudrais te parler de Stéphanie. Stéphanie, elle a 45 ans, elle a 3 enfants de 3 à 12 ans et elle s'est séparée. Donc, la charge du foyer, elle repose aujourd'hui énormément sur elle et elle a toujours des kilos de grossesse qu'elle n'a pas réussi à perdre. Et tu vois, dans le cas de Stéphanie, manger parfois, c'est juste une façon de s'accorder un petit plaisir, une pause pour soi. C'est une façon de se faire du bien et c'est une façon aussi de faire quelque chose pour soi. Et ce qui est toujours intéressant d'observer, c'est que quand tu manges quelque chose, tu ne fais pas rien. Parce que souvent, en fait, on a besoin de rien faire, on a besoin de se reposer, mais on ne se l'autorise pas. Donc finalement, on mange quelque chose, on mange un petit quelque chose, on ne fait pas rien, on mange. Il y a toujours cette dimension de finalement, même si on n'a pas faim, même si c'est une compulsion, manger, ça reste un geste utile. Et plus les semaines, les mois, les années passent, et plus la pression grandit pour retrouver le corps d'avant. Alors pour certaines, ça se remet vite, pour d'autres ça prend du temps, et pour d'autres enfin, ça se remet jamais comme avant. Et c'est vrai que sur ce sujet, j'ai vraiment l'impression que les femmes ne gagnent jamais. C'est-à-dire que si ça se remet vite pour toi, t'es critiquée pour être une sorte de pression sur les autres femmes. C'est ce qui s'est passé pour le mannequin qu'on appelle Emily Ratajkowski. En fait, elle a été décriée pour avoir montré son corps ultra filiforme juste quelques jours après la naissance de son fils. Mais vraiment, elle s'est fait dézinguer. Et elle s'est fait dézinguer par qui ? Par des femmes qui étaient, j'ai pas envie de dire jalouses, mais qui considéraient en fait que montrer ce genre d'image mettait une pression sur le corps des femmes. Alors qu'en réalité, on est toutes différentes et c'est pas parce qu'une femme retrouve rapidement sa silhouette que elle doit être critiquée ou rejetée. Moi, je trouve que ce genre d'événement, ça montre à quel point les femmes ne gagnent jamais. Alors oui, on n'est pas toutes logées à la même enseigne sur le sujet de retrouver son corps d'avant grossesse, mais j'ai envie de rappeler que prendre soin de son corps et de sa silhouette, avec ou sans enfant, ça demande du focus, du temps et de le considérer comme une priorité. Alors il y a des facteurs génétiques qui entrent en jeu, c'est ce qu'on dit. Moi je pense que c'est surtout des habitudes de vie, des habitudes alimentaires qui sont souvent transmises de génération en génération. C'est pour ça que parfois tu fais partie d'une famille où tout le monde est gros ou en surpoids, ou d'une autre famille où justement tout le monde est mince, tu vois. Donc ce qui se passe pour les célébrités notamment, c'est qu'il faut rappeler que souvent ils ont un chef cuistot à leur domicile, ils ont une assistante, ils ont quelqu'un qui fait les courses, ils ont quelqu'un aussi qui prend le relais pour nourrir les enfants ou changer les couches. Les célébrités ont aussi un coach sportif qui assure derrière leur remise en forme, qui leur permet peut-être de retourner à la salle de sport 1 heure par jour, tous les jours, voire plus. Mais ce sont des célébrités. Et rappelle-toi que leur corps, c'est leur fonds de commerce. Et rappelle-toi aussi à quel point ces femmes qui sont sous les feux des projecteurs subissent aussi une pression énorme. Et je pense notamment à Kim Kardashian. Alors qu'on l'aime ou pas, ce qui est juste fou quand on y pense, c'est qu'elle est restée enfermée littéralement 4 mois chez elle parce qu'elle avait pris 30 kilos pour sa 2e grossesse. Et elle était tellement moquée et tellement critiquée en couverture des tabloïds qu'en fait, elle n'avait qu'une peur, c'était d'être prise en photo et d'être critiquée de nouveau. Donc elle est restée enfermée 4 mois chez elle pour se remettre en forme et s'autoriser enfin à se remontrer face au monde et face aux médias. Et du coup, cette pression que les célébrités se mettent aussi, et le résultat de leur transformation physique, qui encore une fois ne se fait pas sans
efforts, et ne se fait pas aussi, j'ai oublié de le préciser, sans chirurgie esthétique, ça devient notre norme. Et nous aussi, on veut retrouver notre corps d'avant. Et on veut même être mieux qu'avant d'ailleurs. Il y a même une sorte d'idéalisation. On veut pas juste être comme avant, on veut être comme avant, mais avec des abdos, etc. Bref, on veut être peut-être la femme ultra mince et ultra fitée au final, qu'on n'a jamais forcément été. C'est ça qui est paradoxal. Et comme on n'y arrive pas forcément, on culpabilise, on se dénigre, on se sent nul, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et ça dure, parfois des années, parfois des décennies. Moi, à titre perso, j'ai pris 18 kilos, j'en ai perdu 10, et je crois que j'en ai gardé 8. Et surtout, je continue de souffrir d'un léger diastasis des grands droits, c'est-à-dire un léger écartement de mes abdominaux, qui est pas complètement résorbé, aussi à cause de ma prise de poids importante, et qui fait qu'aujourd'hui, mon ventre, tu vois, il est un petit peu proéminent. J'ai plus du tout le ventre plus plat que j'avais avant, même si déjà avant, je trouvais que j'avais un petit ventre rebondi, j'avais toujours eu un truc avec mon ventre, mais là, clairement, j'ai un ventre qui est plus proéminent. Et le résultat aujourd'hui, c'est que je fais un 40-42 vs un 36-38 avant. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je décide de ne pas laisser ça pourrir ma vie. Parce que je suis consciente du miracle que mon corps a accompli et je suis consciente de ma valeur. Et je sais que je ne suis pas définie par la taille de mon jean. Clairement, je vaux bien mieux que ça. Et c'est ce que j'ai eu à cœur aussi de transmettre à des femmes comme Stéphanie, dont je t'ai parlé, qui du coup, à 45 ans, s'est lancée aussi dans un shooting qu'elle repoussait depuis longtemps pour célébrer sa beauté telle qu'elle était aujourd'hui, mère de 3 enfants et avec peut-être des kilos de grossesse qu'elle avait jamais forcément perdus. Et alors, peu importe. Elle a pris conscience aussi qu'elle ne serait jamais aussi belle et jeune qu'aujourd'hui, alors autant célébrer ce moment maintenant sans attendre. Du coup, on en vient un petit peu à la conclusion que je voulais partager avec toi. Vraiment, le point que tu dois retenir de tout ça, c'est que perdre les kilos de grossesse, c'est un sujet putaclic. C'est-à-dire que c'est un véritable business et tous les articles qui traitent de ce sujet, comment Machinette a perdu ses kilos de grossesse, ou le truc qui va te faire perdre tes kilos de grossesse en 3 semaines ou 3 mois, etc. Ça clique énormément et c'est aussi très rentable quand il y a des business derrière. Mais finalement, rappelle-toi que c'est la même chose de perdre tes kilos tout court, avant d'avoir des enfants. Et pour moi, la vraie question, c'est pourquoi tu veux changer. Et pour moi, il y a 3 options. A, tu veux changer parce que tu penses que t'es détraqué, ou que t'es abîmé, ou qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi et qui doit être réparé. Si tu te reconnais dans ce cas-là, les régimes ne serviront à rien d'autre qu'à abîmer un peu plus le peu d'estime de toi-même qui te reste. Ensuite, tu es peut-être dans le cas B. Le cas B, c'est quoi? C'est que, en fait, tu veux changer pour remonter le temps. Tu veux mincir pour retrouver le corps d'avant. Mais tu veux ça parce que tu veux aussi la vie d'avant. La vie d'avant tes enfants, avant tes responsabilités. La vie où t'étais libre, que t'étais célibataire, peut-être que tu voyageais comme tu voulais. Et tu veux retrouver, tu ne t'en rends peut-être pas forcément compte, la jeunesse aussi. Et effectivement, c'est dur d'accepter le temps qui passe. C'est dur d'accepter l'horloge qui tourne et des pages de vie aussi qui se tournent. Mais ta vie ne sera plus jamais la même. Et rappelle-toi aussi que ces photos de toi que tu détestes aujourd'hui, tu les chériras dans 10 ans. Donc, ne perds pas ce temps précieux que tu as à te morfondre inutilement. Le temps, on ne peut pas le remonter, mais on peut par contre faire en sorte que la phase de vie dans laquelle on est aujourd'hui, on la vive le mieux possible. Et du coup, ça m'amène à peut-être l'hypothèse C. Peut-être que C, tu veux changer parce que tu penses que tu es une belle personne qui mérite de se sentir bien dans sa peau. Si tu es dans ce cas-là, si tu veux te remettre au centre, si tu veux être capable de te traiter comme la priorité numéro 1 et que tu as envie d'une méthode douce, adaptée à ton rythme de vie pour aller dans le sens de tes objectifs, je t'invite à écouter l'épisode 88, le secret pour atteindre enfin tes objectifs en 2025. Parce que oui, tout est possible, mais à condition que tu mettes en œuvre les méthodes et les habitudes adaptées à ton style de vie qui vont te permettre progressivement d'aller dans le sens des objectifs que tu cherches à atteindre.
Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu aimes le podcast, que tu as envie de le soutenir, si cet épisode t'a aidé et t'a inspiré, n'oublie pas de venir mettre des étoiles, des cœurs, des pouces sur ta plateforme d'écoute préférée pour encourager les plateformes à mettre les épisodes en face des oreilles de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec une problématique qui est complètement centrale sur le sujet de l'alimentation émotionnelle et que j'avais pas encore eu l'occasion d'évoquer. C'est le mécanisme du foutu pour foutu. Si t'as déjà essayé de faire attention dans ta vie, tu connais bien ce mécanisme qui consiste à se dire, si je sors du chemin que je m'étais fixé, alors autant en profiter à fond. Pourquoi ce mécanisme du foutu pour foutu nous colle à la peau et comment en sortir enfin, je t'expliquerai tout dans l'épisode de la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.